Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Face au droit social. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Et comme son nom l'indique, cette loi vise à combattre les inégalités hommes-femmes. Pour y répondre, j'ai le plaisir d'accueillir Valérie Rouleau, déléguée aux affaires sociales chez Syntec Numérique. Bonjour Valérie. Et Maître L'Enfant, avocat associé du cabinet Ravel. Bonjour Maître L'Enfant. Bonjour Laurette. Alors tout d'abord, quelles sont les principales dispositions de cette loi ? Alors avant de rentrer sur les principales dispositions, vous l'avez souligné, c'est une loi qui vise à prôner l'égalité réelle. Le mot n'est pas neutre, l'expression n'est pas neutre, et évidemment, elle traduit le problème, et un problème persistant. Problème persistant qui a fait l'objet, le législateur a essayé par un nombre conséquent de lois d'essayer de traiter le problème. Donc j'en ai relisté une dizaine déjà depuis les années 70 sur l'égalité de rémunération, dans les années 80 sur l'égalité entre les hommes et les femmes, en 2001 sur l'égalité professionnelle. Alors là, on a vu arriver les obligations de négociation sur l'égalité professionnelle, la lutte contre la discrimination en matière de formation professionnelle, en matière d'égalité salariale, en matière de retraite. Et puis, on l'a vu également en dernier lieu en 2011 avec la représentation dite équilibrée au niveau des conseils d'administration où on doit arriver normalement d'ici 2018 à une représentation de 40% de femmes au conseil d'administration des sociétés cotées. Donc en dépit, je dirais, de toutes ces lois, on se rend compte finalement que l'égalité homme-femme, principe constitutionnel, eh bien tout ça est encore, je dirais, presque, en tout cas très insatisfaisant, à tel point que le gouvernement soulignait en mars dernier que seulement 10 entreprises avaient été sanctionnées pour ne pas respecter cette égalité professionnelle, ce qui montre que sur le terrain, en tout cas du droit du travail, on a une réelle problématique. Alors, la loi du 4 août sur cette égalité réelle, elle est très large parce qu'elle consacre, évidemment, on va le voir, des dispositions particulières sur le droit du travail, mais pas que. Elle vise également d'autres domaines comme le traitement de la précarité des femmes en matière de divorce sur les pensions alimentaires, avec les saisies sur salaire qui vont être réformées. En matière de droit du travail, le congé parental est réformé. Valérie Rouleau en parlera tout à l'heure avec cette incitation à ce que le congé parental soit accessible également à l'autre parent, donc dans 90% des cas, le père. Donc on essaie, par cette biais du 4 août, de traiter la problématique de l'égalité professionnelle par le biais de la parentalité, ce qui est, je dirais, l'élément novateur de cette loi du 4 août. On essaie de simplifier, en matière de droit du travail, les obligations de négocier pour l'entreprise sur l'égalité professionnelle et salariale. On y reviendra en détail après. On crée de nouveaux droits à congé, de nouveaux droits à certains types d'absences, notamment pour les échographies, on octroie un certain nombre d'absences supplémentaires pour la mère et également pour le conjoint de la mère, pacsé, non pacsé, etc. On prévoit également une protection particulière contre le licenciement pour le père de l'enfant et donc dans les 4 semaines également après la naissance de l'enfant. On expérimente certaines choses du type le CET qui pourra être utilisé, le compte épargne-temps qui pourrait être utilisé pour financer des prestations d'aide à la famille. Et puis, on essaie aussi, par le biais de cette loi, d'accélérer, j'ai parlé tout à l'heure entre guillemets, du quota de femmes dans les conseils d'administration des sociétés cotées, eh bien, on accélère le timing en demandant effectivement que cette obligation soit remplie, non plus en 2018, mais en 2017. Donc, gros programme, là, c'est vraiment très résumé, mais ça touche pas uniquement le droit du travail. Alors, vous le disiez, cette loi aborde la question du congé parental. Valérie, que prévoit-elle exactement à ce sujet ? Alors, effectivement, la loi vise en fait à inciter les pères à prendre leurs responsabilités dans ce congé parental, puisque les chiffres en 2012 montrent que sur 540 000 personnes bénéficiaires de ce congé, 96% sont des femmes. Donc on voit quand même qu'il y a énormément de progrès à faire dans ce domaine. Donc l'idée effectivement c'est que les responsabilités soient mieux réparties et également que les femmes puissent revenir au travail plus rapidement puisque on sait bien que le congé parental notamment a malheureusement souvent une incidence sur la progression des carrières des femmes, sur l'évolution de leur rémunération. Et donc effectivement la parentalité c'est un des moyens
sur lesquels on peut jouer pour essayer de lisser ces inégalités. Alors en fait, j'ai repris à plusieurs reprises ce texte parce qu'il est tout nouveau. Il y a encore un certain nombre de décrets d'application qu'on attend. Donc il y a eu des annonces dans la presse, vous avez certainement entendu hier. Donc le texte n'est pas encore totalement stabilisé. En tout cas, ce que je retiens moi de ce congé parental, c'est qu'il modifie à la marge en fait, les droits pour les salariés. C'est-à-dire que par exemple, les bénéficiaires sont les mêmes. Ça peut toujours être l'homme ou la femme qui peut bénéficier de ce congé parental à la condition d'avoir 1 an d'ancienneté au moment de l'heureux événement, si je puis dire, adoption ou naissance. De même, la durée du congé n'est pas vraiment bouleversée, c'est-à-dire que, en fait, lorsque l'enfant arrive, le premier en tout cas, on a droit en fait, à faire une première demande d'1 an maximum, qui sera ensuite renouvelée 2 fois, et qui prendrait fin au 3e anniversaire de l'enfant. Ça non plus, ça n'a pas été changé. Ce qui a été changé en matière de durée du congé, c'est en cas de naissance multiple. C'est-à-dire en cas de naissance multiple d'au moins 3 enfants. Donc vous voyez, c'est quand même des cas, on va dire peut-être marginaux, mais comme j'en discutais avec Maître L'Enfant, de moins en moins finalement rares, compte tenu de toutes les techniques de procréation, etc., où effectivement maintenant les naissances enfin vous voyez ce que je veux dire, sont de plus en plus importantes. Donc là effectivement, en cas de naissance de 3 enfants en même temps, là par contre, la durée du congé est prolongée. Il peut être prolongé 5 fois jusqu'au 6e anniversaire de l'enfant. On peut comprendre aussi cette dérogation, puisque effectivement 3 enfants en même temps, ça demande quand même un certain nombre de mesures pour pouvoir les garder. Donc ça, c'est concernant la durée du congé. Donc on voit qu'il n'y a pas énormément de changements. Ce qui change, en fait, c'est les prestations que la CAF va allouer. Et là, on joue sur le portefeuille. Donc, je suis désolée de parler un peu trivialement. On pense que ça va être une incitation financière qui pourrait faire un petit peu évoluer les mentalités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on part en congé parental, le parent avait droit à 6 mois de prestations. Et au-delà, ça se terminait, en tout cas pour la prestation, qui d'ailleurs, au passage, change de nom. Hein. On passe de complément de libre choix d'activité à un autre nom, mais c'est un symbole qui a son importance, à la notion de prestation partagée d'éducation. Donc là, aujourd'hui, en fait, le parent qui prend son congé parental aura droit à 6 mois de prestations, mais l'autre, s'il le prend, également à 6 mois. Donc ça prolonge finalement ce droit à prestation qui avant était limité à 6 mois lors de la venue du premier enfant, qui aujourd'hui peut atteindre 12 mois si les 2 parents, évidemment, font jouer leurs droits. Et là où ça change également, c'est qu'en cas de plusieurs naissances, enfin à partir du 2e enfant, là effectivement, la prestation peut être versée jusqu'au 3e an de l'enfant, mais chaque parent ne pourra avoir droit qu'à 18 mois de prestation. Donc là, c'est un peu un pari sur l'avenir, entre guillemets. Est-ce que les femmes et les hommes, surtout, vont faire jouer ce droit, en sachant qu'aujourd'hui, la femme, de toute façon, ne pourra avoir ce versement que pendant 18 mois, alors qu'aujourd'hui, elle l'avait jusqu'à 3 ans de l'enfant. Alors, on va parler maintenant de négociation. Quelles sont les obligations en termes de négociation sur l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes ? Alors, il y avait déjà des obligations de négocier, en tout cas au niveau des entreprises. Il y avait 2 types. Il y avait d'abord une obligation de négocier sur des objectifs d'égalité professionnelle. On en a parlé, parce que c'était une loi assez récente, avec, au bout du bout, une pénalité de 1% si on n'avait pas effectivement satisfait cette obligation. Et deuxième thème de négociation ou deuxième type de négociation, c'était dans le cadre de la NAO, donc la négociation annuelle obligatoire sur les salaires. On devait aborder le thème de l'égalité professionnelle, l'égalité homme-femme, pardon, sous l'angle salarial, c'est-à-dire examiner les salaires effectifs, examiner les écarts et prendre des mesures adéquates pour réduire effectivement ces écarts en matière de rémunération. Alors là où la loi intervient, c'est qu'elle fusionne ces 2 négociations en disant, ben voilà, maintenant, il y aura une négociation qui va porter sur les objectifs d'égalité professionnelle et d'égalité salariale, et on devra aborder dans le cadre de cette négociation un certain nombre de thèmes qui sont listés dans la loi.
Pour faire ça, on utilisera comme, je dirais, à l'accoutumée, c'est-à-dire le rapport sur la situation économique pour les entreprises de moins de 300 salariés ou son équivalent, le rapport sur la situation comparée pour les entreprises depuis 300, plus évidemment aussi la base de données économique qui doit être mise en place par les entreprises et qui va recueillir un nombre conséquent d'informations. À partir de ces outils, soit je négocie un accord, et cet accord aura à ce moment-là une durée de 3 ans, c'est-à-dire que mon obligation de négocier se réactivera au bout de 3 ans. Et dans ce cas, mon accord étant global sur l'égalité professionnelle et l'égalité salariale, dans le cadre de ma négociation annuelle obligatoire sur les autres sujets que l'égalité homme-femme, qui aura lieu, n'aura plus à aborder ce thème spécifique, mais devra quand même suivre la mise en œuvre des critères et des mesures que j'ai prises. Donc, on n'a plus à négocier dans le cadre de la NAO, mais si on a signé un accord, on doit quand même suivre la mise en œuvre de, quelque part, l'accord que j'ai signé. Si je n'ai pas d'accord, à ce moment-là, je récupère, dans le cadre de l'obligation de négociation annuelle, mon obligation d'aborder la thématique de l'égalité salariale, des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et des salaires effectifs. Alors, juste pour aussi apporter une petite précision par rapport à la loi, sur le rapport de situation, la situation comparée des hommes et des femmes et sur celui de la situation économique, la loi enrichit de 3 thèmes le contenu de ces rapports. En gros, elle demande à l'entreprise de faire une analyse sur la situation entre les hommes et les femmes en matière de santé et sécurité. Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce qu'il y a des problématiques spécifiques? En matière de salaire et évidemment déroulement de carrière, mais par âge, qualification, ancienneté, donc on demande d'aller affiner dans le détail cette analyse. Et puis, un sujet, le taux de promotion. Maintenant, vous allez analyser le taux de promotion, non seulement par métier, mais également par sexe, pour que, les critères d'évolution du taux de promotion fassent éventuellement ressortir de manière plus flagrante une inégalité peut-être voilée ou méconnue au sein de l'entreprise. Voilà pour les obligations en matière de négociation. Et qu'en est-il dans la branche sur ce thème, Valérie ? Alors, dans la branche, nous avons nous aussi, bien sûr, des obligations de négocier, puisque les partenaires sociaux doivent remettre sur la table ce sujet tous les 3 ans. Alors, il faut savoir que nous sommes une branche active, puisque nous avons un accord égalité homme-femme qui a été signé en avril 2008 et qui a donné lieu donc, à un certain nombre de dispositions intéressantes, notamment dans notre accord, on a prévu un certain nombre d'indicateurs qui ne sont pas obligatoires, mais qui sont on incite entre guillemets les entreprises à les utiliser et qui permettent en fait de mieux analyser leur situation dans leur entreprise pour comparer la situation homme-femme. On s'est mis d'accord aussi pour que chaque négociation sur ce thème dans la branche soit précédée d'une étude menée dans le cadre de notre observatoire de branche qui est l'OPIEC et qui nous permet de savoir de quoi on parle avec des chiffres récents. On a mis également en place en fait un complément de rémunération pour les jeunes pères. Toujours le thème de la parentalité, puisque vous le savez peut-être, en fait, quand le père prend un congé parental, il ne perçoit que des IJ. Là, dans la branche, on a mis en place un complément en fait, qui est versé par l'entreprise, alors qu'un complément qui est gradué, c'est-à-dire qu'en fait, ce complément évolue en fonction de l'ancienneté du jeune père, et en fait, il peut aller de 30% du salaire de base jusqu'à 60% en fonction de l'ancienneté qui va entre 6 ans et 12 ans. Je ne vais pas rentrer dans les dispositifs parce que c'est un peu, on est quand même dans l'ingénierie, le conseil, tout ça, donc c'est toujours très compliqué. Mais enfin, on a prévu un dispositif. On a prévu également un guide paritaire parce qu'en fait, c'est un sujet réel dans la branche et on a énormément de petites entreprises qui ne savent pas trop comment prendre ce sujet. Et donc là, ce guide se veut vraiment très pratique à base de conseils et donne un petit peu la mise en place de comment faire pour le mettre en entreprise. Il faut savoir qu'actuellement, nous sommes en cours de négociation, puisque 2008, c'est un peu loin. On avait à nouveau négocié sur le thème en 2011-2012. Malheureusement, nous n'étions pas parvenus à un accord. Là, on a réouvert des négociations depuis plusieurs mois. Pour le moment, elles sont en cours. J'espère qu'elles vont aboutir, parce qu'on n'est pas très, très loin. Bon, il y a encore des petites choses
Et notamment, une des avancées pourrait être encore d'améliorer ce congé de paternité et de le porter à 100% du maintien de la rémunération. Donc affaire à suivre. Nous voilà bien informés. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir participé à cette émission. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Face au droit. À très vite.